Il est donc l'heure de commencer cette séance exceptionnelle consacrée à la présentation du travail de notre confrère M. Michelin de la première section, Briser les chaînes de l'histoire, considération sur la puissance militaire du Japon. Avant de passer la parole à notre perpétuel, qui connaît bien M. Michelin pour avoir été son directeur de thèse, et donc qui présentera l'orateur avec plus de compétences que moi, je voudrais signaler simplement que lors de l'installation de notre confrère Olivier Tramont, le général Olivier Tramont, la semaine dernière, un amiral dont j'ai malheureusement oublié le nom parce qu'il me l'a dit très rapidement, m'a donné pour la bibliothèque un exemplaire de la revue dont il est un des responsables, Engagement, qui est la revue de l'association de soutien à l'armée française. Et je le signale parce que ce journal, cette revue, cette livraison est consacrée aux Outre-mer. Les Outre-mer, enjeux stratégiques. Alors je déposerai cet exemplaire à la bibliothèque. Il sera donc accessible pour tout le monde. Voilà. Monsieur le Perpétuel, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. L'objectif de cette séance est de présenter le travail de recherche du professeur Franck Michelin, avec le titre « Briser les chaînes de l'histoire, considération sur la puissance militaire du Japon ». Franck Michelin est quelqu'un qui a fait d'abord une carrière aux affaires étrangères et puis ensuite s'est tourné vers l'histoire. Il a engagé un doctorat consacré au rôle du Japon dans le processus de décolonisation française autour de la Deuxième Guerre mondiale, puisque vous savez que le Japon a occupé l'Indochine française. Partant de cette thèse, Franck Michelin a postulé un poste au Japon. Il a été élu professeur à l'université Teikyo à Tokyo et il enseigne aussi de manière régulière aux universités Keio, Sofia et Rikyo, qui sont des grandes universités de Tokyo, ainsi qu'à l'Athénée français. Il est chercheur associé au Centre Lanmounier de la Sorbonne, dont j'ai été un temps le directeur, et puis à l'Institut français de recherche sur le Japon de la maison franco-japonaise. Outre la question de l'occupation de l'Indochine par le Japon, les origines de la guerre du Pacifique, il a obtenu un budget de recherche de la Société japonaise pour la promotion de la science et a publié en 2019 La guerre du Pacifique a commencé en Indochine, édition Passé Composé. Ouvrage qui sera publié en japonais en août de cette année aux éditions Minerva Shobo. Son prochain ouvrage, très attendu, est une histoire de l'armée impériale japonaise qui devrait paraître en septembre. Et à ce titre de spécialiste de l'armée japonaise, il joue évidemment un rôle important dans les médias pour représenter l'historiographie française dans un pays qui, malheureusement un peu pour nous, s'éloigne de nous. Alors cette communication qu'il va nous proposer est parfaitement d'actualité, puisque, vous l'avez bien compris, le Japon s'est rapproché des États-Unis dans une configuration qui est tournée contre les progrès de l'influence chinoise. Et le Japon est particulièrement intéressant du point de vue des États-Unis parce que le Japon a une grande tradition maritime. Encore aujourd'hui, les compagnies de navigation japonaises sont parmi les plus importantes du monde et le Japon est le troisième constructeur de bateaux dans le monde, grosso modo entre 15 et 18% de la production mondiale, sachant qu'avec la Chine et la Corée du Sud voisine, ces trois pays produisent aujourd'hui plus de 95% des bateaux du monde. Les États-Unis
s'ils veulent faire face à la Chine sur les mers, n'ont pas d'autre solution que de regarder vers les deux voisins de la Chine, qui sont la Corée du Sud, le deuxième producteur de bateaux au monde. La Chine, c'est à peu près 50% de la production mondiale de bateaux aujourd'hui, et la Corée à peu près 30%. Voilà. Et le reste, c'est le Japon. Et sur les 5% qui restent, la plus grande partie est produite en Asie. C'est-à-dire qu'après, vous allez trouver le Vietnam, les Philippines, où les entreprises de ces trois pays ont de nombreuses filiales. Voilà. On a bien compris, le Japon est absolument incontournable dans une stratégie de contrôle des mers aujourd'hui d'un point de vue américain. Nous aurons sûrement à discuter de ces enjeux après la belle conférence que va nous faire maintenant Franck Michelin, que je remercie de nous rendre visite depuis le Japon pour quelque temps à Paris. Je vous en prie. Le professeur Michelin enseigne généralement en japonais ou en anglais, mais il nous fait l'amitié de s'exprimer en français aujourd'hui. Oui. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chers confrères, Mesdames et Messieurs, chers confrères et chers consoeurs, oui, je suis avec le temps devenu un peu un hybride. Certaines périodes où j'ai du mal à me rappeler de certains mots français, ce qui peut paraître un peu impudent, mais c'est vrai que ça m'arrive de temps en temps. Mon séjour en France se terminera le 1er avril. J'aurai passé un mois en France grâce à la Société japonaise de promotion, pour la promotion de la science, qui m'a généreusement offert une question de recherche pour aller faire des recherches dans les archives et donner un certain nombre de conférences. Alors, la question du Japon est une question qui est un peu oubliée ces derniers temps, puisqu'on ne prête qu'aux riches, et c'est vrai qu'il y a 30 ans, le Japon était sur toutes les lèvres, et aujourd'hui, c'est comme s'il n'existait plus du tout, alors qu'il garde quand même une place relativement importante évidemment. Par exemple, au niveau de la production maritime, la production de bateaux, ça c'est évident, ou des semi-conducteurs, ce type de choses, mais aussi parce qu'il est un exemple de ce qu'il ne faut pas faire, de ce qui pourrait arriver à d'autres pays émergents, l'accélération du monde amenant les pays à monter de plus en plus rapidement, mais aussi à s'arrêter de plus en plus rapidement. Donc il y a comme l'exemple du Japon devrait faire réfléchir la Chine et les autres pays qui viennent, parce que le temps s'accélère. Le Japon a mis à peu près un siècle, même un peu plus, à peu près un siècle à devenir une puissance économique de premier plan, à devenir la deuxième puissance économique mondiale pendant un certain temps, alors que les pays qui le suivent vont de plus en plus rapidement. Donc après la Chine, maintenant on attend évidemment l'Inde, l'Indonésie, etc. Et mon exposé s'inspire évidemment du fameux thème de Thucydide, donc évidemment la puissance qui met en danger les autres et qui est entraînée dans un conflit. C'est arrivé au Japon et c'est évidemment quelque chose qui interroge quand on réfléchit à la Chine. Alors, attendez, oui, c'est vrai qu'il faut que je me serve de la télécommande. Alors, histoire et question de défense. Aujourd'hui, nous sommes dans une époque où le présentisme règne et il y a beaucoup d'études sur les questions géostratégiques que je qualifierais de myopes, puisqu'on cherche à étudier le présent uniquement par le présent, comme si on cherchait à prendre une photo en étant trop près de l'objet que l'on veut prendre. On oublie à quel point l'histoire était une matière fondamentale dans la formation des diplomates, des militaires. Elle le reste, mais malheureusement pas suffisamment. Donc j'entends régulièrement des spécialistes du Japon parler de la remilitarisation du Japon. Je vais vous expliquer en quoi, pour moi, c'est un thème à prendre avec beaucoup de prudence. On en parle déjà depuis 20, 30 ans. Et il reste que c'est toujours quelque chose de relativement difficile.
Les questions de défense ne sont pas qu'affaires de budget, ne sont pas qu'affaires de déclaration, ne sont pas qu'affaires d'ambition affichées par certains dirigeants. Elles sont basées sur un socle extrêmement complexe qui est celui, par exemple, de l'État-nation, qui est celui de l'opinion, etc. Donc, c'est quelque chose que je vais essayer de développer ici. Alors, que nous apprend l'histoire? Que des choses inattendues peuvent arriver. Personne n'aurait prévu l'écroulement de la France en juin 1940, y compris les Allemands, puisque la plupart des généraux allemands conseillaient à Hitler d'être extrêmement prudent avec les Français. Et personne n'avait prévu la montée en puissance extrêmement rapide du Japon, ni son écrasement final. Question qui est évidemment extrêmement importante, je pense, aujourd'hui. Alors, quelles sont les conditions pour mettre en place une puissance militaire réellement qui soit tangible? Alors, on peut en citer quelques-unes pêle-mêle. Des personnes en âge d'être mobilisées qui acceptent l'idée de se battre pour leur pays. Ce qui n'est pas du tout le cas du Japon, par exemple. Une opinion unie derrière ses dirigeants. Des médias peu soumis aux influences étrangères, et notamment des puissances hostiles. On voit beaucoup ça en ce moment en France, avec le problème de la Russie. Une base industrielle et technologique solide et souple, capable de réactivité. Une démographie dynamique, une population jeune. Une classe politique relativement unie autour des principaux objectifs. Un environnement international favorable, etc., etc. Ce sont autant de conditions qui demandent absolument un recours à l'histoire pour prendre suffisamment de recul. Donc c'est une question qui est assez difficile à appréhender. Certains centres de recherche établissent des classements en termes de puissance militaire sur la base de ce qu'on appelle aujourd'hui les sources ouvertes. Donc ce sont des rapports officiels et autres livres blancs que le Japon publie aujourd'hui, y compris en anglais. La presse, évidemment, des revues spécialisées. Or, la plupart des conditions auxquelles je viens de faire allusion sont difficilement appréhendables par ces moyens. Un bon exemple est évidemment celui de la Chine et du Japon, et notamment cet incident qui est arrivé il y a quelques mois. La première ministre japonaise, le 7 novembre 2025, en pleine séance de la Diète, a répondu à une question du député d'opposition Okada Katsuya, qui est un politicien chevronné, concernant la question taïwanaise, en invoquant le concept de ce qu'on appelle en japonais Sonritsu Kiki Jitai, qui veut dire une menace existentielle à l'encontre du Japon. En pleine séance de la Diète, c'était une énorme gaffe. D'ailleurs, c'était l'objectif de ce député de l'opposition qui a cherché à pousser Mme Takaichi à la faute. Or, la réaction de l'opinion a été complètement déconcertante. La cote de popularité de Mme Takaichi est montée en flèche. Cela a mené finalement à la dissolution de la Diète et à des élections anticipées pour profiter de cet événement. La question de la remilitarisation du Japon est un serpent de mer. On en parle depuis plusieurs dizaines d'années de façon régulière, à chaque fois qu'il y a une augmentation du budget et certaines déclarations. Or, le Japon ressemble énormément à l'Allemagne. Comme dans le cas de l'Allemagne, les forces armées japonaises, qui d'ailleurs n'ont pas le nom d'armée, elles se nomment elles-mêmes forces d'autodéfense. Jusqu'il y a une vingtaine d'années, c'était une agence de l'autodéfense et non un ministère qui s'occupait des questions de défense, sont très loin des capacités opérationnelles de puissance qui bénéficient d'un soutien fort de leur opinion publique. France, Royaume-Uni, Pologne, Suède, Finlande, qui ont, entre guillemets, sont beaucoup moins complexés par la question militaire que ne sont évidemment le Japon et l'Allemagne en raison de la mémoire extrêmement douloureuse de la Seconde Guerre mondiale. Le Japon peut être qualifié un peu d'un tigre de papier. Alors pourquoi ?
Les données communiquées par les deux principaux centres de recherche en matière de défense, qui sont l'International Institute for Strategic Studies, situé à Londres, basé à Londres, et le Stockholm International Peace Research Institute à Stockholm, font du Japon l'une des principales puissances militaires mondiales. Or, comme pour l'Allemagne, une puissance militaire sans expérience du feu, ça n'est pas seulement un manque ou une absence d'expérience du feu, c'est une impossibilité d'acquérir cette expérience, puisqu'il est absolument inimaginable que des militaires japonais fassent usage de leurs armes ou soient eux-mêmes victimes d'un feu ennemi, et dont la population rejette toute idée du recours à la force. Ce qui fait du Japon, sur le papier, une puissance militaire tout à fait respectable, et dans les faits, une puissance militaire assez fragile. Certaines monarchies du Golfe ressemblent d'ailleurs un peu à ce cas de figure, mais pour des raisons différentes. La diplomatie japonaise est une diplomatie à réaction. Premièrement, parce qu'il y a eu évidemment la défaite face aux États-Unis et le fait que le Japon soit devenu, d'un point de vue diplomatique, une semi-colonie américaine. Ça, ce sont les Japonais qui le disent eux-mêmes. Du fait aussi que la Chine est tellement maintenant rapide, proactive et agressive que le Japon a toujours un peu un coup de retard. Alors, le développement de nouvelles capacités navales, les essais de coopération avec les voisins, Philippines, Vietnam, Inde, sont conditionnés évidemment par la crainte de la Chine, de la République populaire de Chine, et existe un manque certain d'une approche positive, sans doute liée à l'habitude de confier les affaires importantes aux États-Unis, comme l'illustre le récent voyage de la première ministre japonaise, Madame Takaichi, à Washington. Alors, cette remilitarisation, qu'en est-il réellement ? Les forces d'autodéfense japonaises voient leur budget croître depuis une dizaine d'années, et depuis 3-4 ans d'une façon relativement rapide, pour dépasser les fameux 1% du PIB. Alors le budget japonais est quand même relativement complexe, puisque vous avez un budget officiel qui est publié chaque année à l'automne, mais ensuite un budget définitif consolidé qui est généralement supérieur de 30%. Donc certains spécialistes parlent en fait déjà depuis 2-3 ans de dépenses de défense qui seraient dans les 1,25-1,30% du budget de l'État. Ce renforcement des capacités de défense concerne surtout la marine, où maintenant les forces navales, on ne peut pas les appeler marines, il faut les appeler forces navales, forces maritimes d'autodéfense, l'entraînement d'un certain nombre de corps amphibies, de fusiliers marins, donne une certaine capacité de réaction au Japon dans son environnement proche. Des coopérations étroites existent, se développent, non seulement avec les États-Unis, mais aussi avec la Corée du Sud, dans un déni total, puisqu'on n'en parle jamais dans les médias, avec l'Australie, l'Inde, le Royaume-Uni et même la France. Alors excusez-moi, je regarde ma tablette et j'oublie de passer. Voilà. Alors, si vous regardez ce graphique, bon, c'est 2021, mais la tendance se poursuit de cette façon. Donc, depuis quelques années, on voit évidemment qu'il y a une croissance des dépenses en matière de défense. Ensuite, des chiffres un peu plus récents, qui vont jusqu'en 2025, donc on n'a pas de chiffres plus nouveaux, montre évidemment aussi une croissance assez rapide. Alors excusez-moi, c'est en japonais, avec une évolution par rapport à la taille du budget. On voit une baisse très rapide, évidemment, après la Seconde Guerre mondiale, puis aujourd'hui une montée depuis à peu près 2021-2022. Donc ça ne date pas de Madame Takaichi, c'était déjà largement amorcé. Et la petite partie en rouge, en fait, c'est l'argent qui est affecté par le Japon aux différents déplacements des bases américaines, notamment à Okinawa, puisque ce que ne dit pas M. Trump, c'est que quasiment toutes les dépenses en matière de défense, et notamment les bases américaines, c'est payé par les contribuables japonais. Voilà, alors ça, c'est un tableau qui est tiré de la version en anglais du livre blanc de la défense, qui est publié chaque année.
Et donc vous voyez la comparaison avec différents pays, surtout donc vous voyez que le budget japonais est assez respectable et en plus il est en augmentation rapide, avec officiellement une part de 0,93% du budget national, mais en fait c'est probablement supérieur. Donc ça augmente petit à petit, même s'il reste beaucoup à faire, mais le Japon étant toujours un géant économique, en matière de pourcentage du budget, ça reste quand même un chiffre assez respectable et c'est appelé évidemment à augmenter. Là, ce sont les prévisions pour les années futures, avec un chiffre qui date de 2023 en matière de capacité, et notamment avec l'acquisition d'avions de combat qui sont évidemment des F-35. Il faut voir que le Japon achète beaucoup de F-35 parce que c'est sous menace. Hein. C'est le cas pour beaucoup de pays. Monsieur Trump, lors de son précédent mandat, avait clairement dit c'est soit les F-35, soit des sanctions économiques contre l'automobile japonaise. Donc là, les Japonais n'ont pas vraiment réfléchi. Donc ils ont dû promettre d'en acheter plus d'une centaine, je crois. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec autant de F-35. Bon, le F-35, je l'appelle le sous-marin, parce qu'il y en a déjà un qui a plongé en mer quelque part, on ne l'a pas revu. Beaucoup de dépenses en matière d'interception de missiles, puisqu'évidemment la Corée du Nord n'est pas très loin et régulièrement fait passer des missiles au-dessus du Japon. Et des capacités navales qui, pour la peine, elles, sont plutôt solides. Alors, cette remilitarisation est un peu en trompe-l'œil. Pourquoi ? Le renforcement militaire achoppe néanmoins sur un certain nombre d'obstacles. Premièrement, la Constitution et le fameux article 9, qui est interprété de multiples façons. Les Américains ont très rapidement regretté de l'avoir écrit de cette façon-là. Parce que si on l'interprète d'une façon, je dirais, relativement honnête, ça veut dire que le Japon ne peut pas avoir d'armée du tout. Bon. Ce qui semble relativement irréaliste, et d'ailleurs les Américains s'en sont tellement aperçus que ce sont eux qui ont demandé aux Japonais de ne pas l'interpréter d'une façon trop stricte, puisque les forces d'autodéfense ont été créées à la demande des Américains. Hein. L'opposition de l'opinion. L'opinion accepte les forces d'autodéfense, je vais vous en parler un peu plus loin, pour des choses qui ne sont absolument pas militaires. L'âge moyen élevé des militaires, qui est de 35 ans. C'est extrêmement élevé. Le déclin économique et démographique, qui s'affirme de plus en plus. L'instabilité des États-Unis, ça c'est la grande terreur évidemment des Japonais aujourd'hui. Avec la possibilité de voir M. Donald Trump, là j'avais écrit revenir au pouvoir, mais excusez-moi, ça c'est... J'ai fait un mauvais copier-coller, parce que finalement il est revenu. Et donc... il ne menace plus vraiment le Japon de retirer ses troupes, mais il l'avait fait avant d'arriver au pouvoir la première fois, et c'est toujours quelque chose qui fait très très peur, et aux Japonais et aux Sud-Coréens, évidemment, plus à quelques autres pays dans la région. Alors, un autre diagramme ici sur le cas des forces maritimes, où il y a des capacités qui sont relativement sérieuses, mais qui ont certaines particularités. Le Japon a maintenant des porte-aéronefs qui ressemblent un peu à nos porte-aéronefs qui n'ont pas de catapulte. C'est pour des raisons d'abord idéologiques. Le Japon, normalement, n'a pas le droit d'avoir d'armes offensives. Donc ce sont des porte-hélicoptères. Pour des raisons, oui, évidemment, parce que l'opinion n'aimerait pas beaucoup ça. Et c'est une des raisons pour lesquelles le Japon a décidé d'acheter des F-35 à atterrissage vertical, avec cette possibilité pour le Japon d'éventuellement transformer ses porte-aéronefs de la classe Izumo en possible porte-avions. De très bons sous-marins, d'ailleurs quand la France avait décroché son contrat avec l'Australie, malheureusement ça ne s'est pas très bien passé à la fin, il y avait 3 pays qui étaient candidats, outre la France, l'Allemagne et le Japon, les 2 pays vaincus de la Seconde Guerre mondiale. Le Japon a de très bons sous-marins à propulsion classique. Et le Japon est un pays extrêmement fort en matière de frégates et de destroyers, de bâtiments de taille moyenne. Étant donné que c'est un archipel et qu'il y a beaucoup d'îles à protéger, de ce côté-là, la technologie japonaise est très avancée. Et je vous parlerai un petit peu plus tard des questions d'exportation d'armes. Et différents moyens amphibies, puisque dans le cas où il y aurait un éventuel affrontement avec les forces chinoises, ça se passerait probablement
dans les îles au sud du Japon, celle du département d'Okinawa, et donc le Japon insiste beaucoup sur le développement des capacités amphibies. Alors ces forces maritimes, il s'agit donc de 50 destroyers, c'est beaucoup plus que la France. Excusez-moi, 50 destroyers, 10 frégates, qui sont vraiment le fleuron de la technologie navale japonaise, hein, la classe Mogami, 2 porte-hélicoptères et 22 sous-marins d'attaque. Donc pas de porte-avions, ces 2 porte-aéronefs avec leur F-35 butent sur le tabou des armes offensives. Le consensus dans l'opinion japonaise étant que le Japon peut posséder des forces qui sont strictement faites pour protéger le pays et non pour participer à des opérations extérieures. Alors, il s'agit de très beaux bateaux, comme vous voyez, sans catapulte. Les Britanniques ont un petit problème aussi avec ces F-35 atterrissage vertical, parce que finalement, ils ne peuvent pas en avoir suffisamment, ce qui rend leur porte-avions actuel un peu inutile. Le Japon est un petit peu lié par ça. Et voici donc ce F-35 à atterrissage vertical. Donc il a des limites. L'absence d'armement et de propulsion nucléaire, évidemment. Le nucléaire est toujours un tabou au Japon. Il y a quand même évidemment beaucoup de centrales nucléaires civiles, mais dont la plus grande partie a été arrêtée avec l'accident nucléaire de 2012, mais dont certaines ont été relancées. Sont des forces qui sont impressionnantes sur le papier, sans aucun doute, mais les questions de doctrine, l'opinion, la mémoire de la guerre, toutes ces choses font qu'elles sont... on se demande vraiment si la capacité est réelle. Il est assez difficile d'en juger pour le moment. Alors, il y a des progrès, donc ces fameux porte-hélicoptères. L'achat aux États-Unis de missiles à longue distance, notamment des Tomahawk, alors ça a créé une vive polémique au Japon, hein, des missiles d'attaque, puisque évidemment on sait très bien qu'aujourd'hui pour empêcher une attaque, il faut être capable d'avoir des mesures de rétorsion contre l'attaquant. On ne peut pas arrêter une attaque à la frontière. Et donc le Japon a décidé d'acquérir donc des missiles offensifs, enfin des missiles à moyenne portée. La mise en place d'un programme de construction de missiles à longue distance. Donc le Japon cherche maintenant à se doter de missiles à longue distance et de missiles hypersoniques. Ça, c'est aussi une encoche dans la doctrine qui était utilisée jusque-là. Et le développement de capacités amphibies en coopération avec le corps des US Marines, puisque les fusiliers marins japonais vont s'entraîner aux États-Unis avec les Marines. Il s'agit véritablement du corps d'élite de l'armée japonaise qui lui, est formé d'hommes jeunes capables d'aller au feu. Alors, quid des forces terrestres? Alors, je reparle des fusiliers marins puisqu'ils appartiennent à l'armée de terre, un peu comme nos troupes de marine françaises. L'armée de terre possède un nombre absolument extraordinaire de blindés. Quand on considère la morphologie du Japon, vous vous demandez un peu où vous allez faire passer des tanks au Japon. Si vous connaissez un peu le pays, c'est comme relativement difficile. À part Hokkaido, je ne vois pas beaucoup. Le Japon a 450 chars d'assaut, à peu près le double de la France. 980 véhicules blindés au total. Voilà. Pour les forces aériennes, c'est encore plus surprenant. Le Japon a 200 F-15. Le Japon est un des rares pays qui a eu l'autorisation d'acheter des F-15. Le F-15 étant l'avion qui, à l'époque, pour les États-Unis, était vraiment l'avion de domination, de supériorité aérienne, qui ne voulait pas trop exporter à l'étranger. 91 F-2 qui sont des versions modifiées du F-16. Les Japonais voulaient développer leur propre avion de combat. Les Américains leur ont un peu tordu le bras. Et maintenant 33 F-35 qui sont appelés à devenir plus nombreux. Cela fait un total de 1459 appareils militaires en 2021 selon le site spécialisé Flight International, contre 972 pour la France. Donc en termes de capacité, c'est assez impressionnant. 1576 pour la Corée du Sud. La grande différence avec la Corée du Sud, c'est que la Corée du Sud est un pays qui est toujours officiellement en guerre, avec un voisin assez dangereux, ce qui est un peu moins le cas pour le Japon.
Et évidemment, plus de 33 000 pour la République populaire de Chine, 42 000 pour la Russie. Enfin, il y en a beaucoup moins pour la Russie, à mon avis, ils en perdent beaucoup. Et un nombre absolument énorme pour les États-Unis. Alors, ces forces d'autodéfense, évidemment, la question que tout le monde a en tête, quel est le rapport avec l'ex-armée impériale? C'est là qu'il faut faire un peu d'histoire. En 1945, qu'est-ce qu'était cette armée impériale? Elle compte, au moment de la défaite, 5,5 millions d'hommes sous les drapeaux, donc 2,4 millions dans l'archipel et 3,1 millions dans les territoires d'outre-mer, toujours occupés par le Japon. La marine, bien qu'ayant perdu la quasi-totalité de ses bâtiments, compte environ toujours 1,7 million d'hommes. Et les effectifs des forces armées japonaises ont donc augmenté au cours de la guerre du Pacifique pour atteindre 7,2 millions d'hommes, ce qui fait que c'est le moment où l'armée japonaise était, et de loin, la plus importante en termes d'effectifs. La grande différence avec l'Allemagne, c'est que le front dans le Pacifique s'appuyant sur des îles, essentiellement, sauf évidemment pour une partie du continent asiatique, le Japon s'est maintenu dans la plupart des territoires qu'il avait occupés et les États-Unis ont essayé d'attaquer le Japon directement au cœur. Je vais vous montrer une carte où vous verrez, c'est assez contre-intuitif, le Japon occupait encore la majorité des territoires qu'il avait occupés en 1941-42 au moment de la défaite. La Mandchourie, la majeure partie du nord-est de la Chine, Taïwan, la majeure partie de la péninsule indo-chinoise, la majeure partie de l'Indonésie, un grand nombre d'îles du Pacifique, dont la base de Rabaul. Moi, je m'en souviens quand je regardais les Têtes brûlées, quand j'étais enfant, parce qu'on y parlait de la base de Rabaul, qui n'a jamais été prise par les Américains, tellement elle était bien défendue, ils ont préféré passer à côté, voilà. Alors, ça, ce sont les territoires occupés, les territoires occupés par l'armée japonaise. Au moment de la défaite, ils sont en rouge. Et vous pouvez voir que, à part, en fait, la Nouvelle-Guinée et les Philippines, où les Américains et les Australiens ont vraiment nettoyé le terrain et ont pris possession de ces territoires, autrement, ils ont préféré éviter, faire ce qu'ils appelaient des sauts de puce. Cela fait qu'au moment de la défaite, il y avait des millions de soldats et des millions de civils japonais dans ces territoires, ce qui serait un très gros problème au moment de la défaite. Alors malgré cela, l'armée japonaise n'est plus que l'ombre d'elle-même. Elle manque d'armes, de munitions, de carburant, d'encadrement. Le nombre de ses soldats ne suffit pas à faire illusion. 15% des soldats ont été recrutés conformément à la procédure régulière. Cela veut dire que le reste a été recruté parmi des gens qui n'étaient pas vraiment capables de se battre. Le grand traumatisme dans la vie de l'écrivain Mishima, c'est de ne même pas avoir été recruté à ce moment-là, parce qu'il avait des faiblesses physiques, et donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il est devenu à moitié fou. Il n'a pas supporté de voir ses amis mourir à la guerre. 12% seulement des officiers aussi qui sont recrutés de façon régulière. La prestigieuse armée du Kwantung, qui était l'armée qui occupait la Mandchourie, dispose encore de plus d'1 million d'hommes, mais elle a tellement peu d'armements qui ont pour la plupart été envoyés dans le Pacifique qu'elle se fait écraser en quelques jours par l'armée rouge en août 1945. Le gros problème de cette armée, c'est que les soldats ont interdiction formelle de se rendre. Une loi établie en 1939 leur interdit de devenir prisonniers. Et d'ailleurs, on apprenait aux soldats à se faire sauter la cervelle en utilisant leurs doigts de pied. Parce qu'un fusil, c'est un peu difficile de se suicider. Et donc, on leur apprenait comment faire avec leurs doigts de pied. C'était absolument horrible. Et donc, pourquoi il y avait très peu de prisonniers japonais? Parce qu'ils n'avaient pas le droit de se suicider. Ils n'avaient pas le droit de se rendre, pardon. Ils avaient obligation de se suicider. Et il va rester des soldats japonais dans différentes îles. Ça va durer jusqu'en 1974. On retrouve régulièrement des soldats japonais qui n'ont pas appris que leur pays avait perdu la guerre. C'est une démilitarisation qui va être très difficile. C'est Washington. Il y a beaucoup de pays qui ont participé à cette guerre contre le Japon, mais ce sont fondamentalement les Américains qui décident. Il y a un comité à Washington qui s'appelle le State War Navy Coordinating Committee, qui est créé en décembre 1944 et qui décide des modalités de reddition des forces japonaises dans tout le théâtre asiatique et pacifique, et qui fixe les objectifs. Alors ça va être fait d'une façon extrêmement rapide, extrêmement brutale. Ça va beaucoup jouer ensuite sur l'évolution des forces d'autodéfense. Toutes les institutions de l'armée impériale sont abolies en l'espace de quelques mois.
non seulement les organes de commandement et d'administration, mais également les associations qui soutenaient le militarisme, les associations de vétérans, etc. Cela touche la culture militariste est également visée, puisque les Japonais avaient tellement joué avec l'image du samouraï que, évidemment, les Américains sont arrivés au Japon en essayant de détruire tout ce qu'il y avait dans cette culture. Ils ont notamment interdit les arts martiaux. C'est pour ça que les arts martiaux ont connu une renaissance plus tard avec une image très spirituelle et très pacifiste, puisque c'était la seule façon d'être autorisé. Le milieu scolaire, évidemment, puisque les enfants apprenaient à mourir pour l'empereur. Il y a une loi qui a été créée à la fin du 19e siècle, que d'ailleurs Madame Takaichi dit avoir appris de sa mère, elle en est très très fière. Certaines personnes voudraient que de nouveau les enfants apprennent cette loi, cette règle que tous les enfants japonais devaient connaître autrefois, qui en gros dit aux petits garçons qu'ils devront mourir pour l'empereur et aux femmes qu'elles devront produire de petits garçons qui mourront pour l'empereur. Alors la culture militariste a été complètement éliminée, y compris les feuilletons de samouraï, les films de samouraï pendant quelques temps. On a pratiqué des purges, évidemment. Plus de 120 000 personnes sont exclues des fonctions publiques, pas seulement dans l'armée. Alors, la directive numéro 1 du service public édictée par MacArthur le 4 janvier 1946 concerne 7 catégories. Les criminels de guerre, bon ça c'est assez compréhensible, les militaires professionnels, y compris les gendarmes, ce qu'on a la fameuse Kempeitai qui était de triste réputation, les cadres des organisations nationalistes considérées comme extrémistes, les cadres de l'association de soutien au régime impérial, les institutions financières ayant participé à l'expansionnisme, les cadres de l'administration des territoires occupés, donc en gros toute l'administration coloniale, les autres personnes ayant joué un rôle dans le militarisme et le nationalisme, donc la catégorie G où vous pouvez mettre quand même beaucoup de monde. Ces purges vont être en fait bâclées j'ai pas vraiment le temps de tout expliquer, mais les Américains sont arrivés au Japon en terra incognita, ils ne connaissaient rien du pays. Il y avait très très peu de spécialistes du Japon aux États-Unis. D'ailleurs, ils sont même allés demander au principal spécialiste d'études japonaises français de l'époque, Charles Hagenauer, de les aider, parce qu'ils ont quand même fait un très bon travail, sachant le peu de connaissances qu'ils avaient de ce pays. Mais cela explique aussi le fait que les purges au Japon ont été pratiquées d'une façon beaucoup moins efficace qu'en Allemagne, puisqu'on connaissait beaucoup mieux l'Allemagne que le Japon. Donc, 120 000 personnes vont être tout de suite expulsés de la fonction publique et vont évidemment perdre leurs moyens d'existence. Le GHQ, qui est le nom de l'autorité d'occupation, General Headquarters, exclut nombre de personnes que l'on pourrait qualifier de modérées, mais par contre passe complètement à côté d'extrémistes, voire de militaires qui avaient des responsabilités absolument terribles. Simplement par manque de connaissances, et puis parce que tout le monde, toutes les personnes qui ont voulu échapper à ces purges ont dit c'est la faute des militaires. J'aime bien dire, vous savez, moi quand j'étais jeune et qu'avec des amis on discutait on va devoir faire notre service militaire un jour, tout le monde voulait aller dans la marine. C'est toujours mieux la marine. Et donc on n'aime pas forcément beaucoup les terriens, et c'est l'armée de terre qui avait une très mauvaise image. Ce qui est étonnant, parce que c'est quand même c'est la marine qui est la principale responsable de la guerre du Pacifique. Alors, ça a été fait dans la précipitation. Le GHQ, qui ne sait pas vraiment qui purger, vraiment taille, sans vraiment faire de détails. Les anciens officiers sont donc évidemment licenciés, perdent leurs moyens d'existence. On craint des actions de résistance ou de terrorisme de leur part, donc le GHQ interdit aux civils l'usage et la possession de toute arme, qu'elle soit à feu ou blanche, avec une acceptation extrêmement large. Alors on dit aujourd'hui d'ailleurs que c'est pour cela que le Japon est un des pays qui a le moins d'armes en circulation dans le monde. Il mobilise pour cela la police japonaise, qui est chargé de confisquer les armes dans tout le pays. Ce désarmement radical de la population, comme je viens de le dire, a des effets finalement vertueux aujourd'hui, puisqu'il y a très peu d'armes en circulation dans le pays. Évidemment, il y a aussi le procès de Tokyo, le petit frère du procès de Nuremberg, beaucoup moins connu,
Et donc, il va y avoir des criminels punis condamnés pour des crimes de ce qu'on appelle la catégorie A. Il s'agit essentiellement de membres des forces armées de terre. Les dirigeants de la marine, les politiciens qui avaient soutenu le militarisme, les activistes ultranationalistes, les milieux économiques ont tout fait pour que toute la responsabilité soit rejetée sur la seule armée de terre, ce qui fait et évidemment les cercles proches de l'empereur, ce qui fait que ces procès ont été évidemment vertement critiqués dès l'époque où ils ont été menés. En 1946, l'armée impériale japonaise disparaît officiellement à la suite d'une série d'événements, de décisions. Évidemment, la défaite dans la guerre du Pacifique, la suppression des différents organes militaires, comme je l'ai dit tout à l'heure, et l'adoption d'une nouvelle constitution dite pacifique le 29 octobre 1946. Est-ce qu'aujourd'hui, on assiste à une renaissance ? Il y a une renaissance qui est liée évidemment à la guerre froide. La guerre froide commence en Asie. D'ailleurs, c'est un signe qui montre que le monde était en train de basculer vers le Pacifique. C'est évidemment la victoire de la Chine communiste en 1949 et quelques mois après, le début de la guerre en Corée. Les Américains pensaient faire comme à la fin de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire renvoyer les GIs à la maison et maintenir des forces limitées à l'extérieur. Et pratiquement toutes les forces américaines en Asie orientale étaient constituées par l'armée d'occupation au Japon, avec des forces très très faibles en Corée du Sud. Quand il y a eu cette invasion du Sud par le Nord, la seule façon pour les Américains de bloquer l'avance des forces nord-coréennes, ça a été d'envoyer cette armée d'occupation américaine en Corée. Mais là, comment faire si jamais les Japonais... Voilà, on se posait cette question. Est-ce qu'ils vont faire quelque chose ? Alors, donc, on a demandé aux Japonais de créer une force militaire qu'on a d'abord appelée une force de police spéciale, dont les Japonais ne voulaient pas. Alors, cette nouvelle force militaire qu'on appelait Keisatsu Yobitai, qui veut dire force de réserve, de police de réserve, forte de 75 000 hommes, est créée en 1950. La fin de la guerre de Corée, finalement, amène à la création des forces d'autodéfense et de l'agence de la défense. Malgré les demandes américaines, le Japon refusera jusqu'aux années 2010 d'envisager toute coopération militaire à l'extérieur de ses frontières. Là où les Américains ont été très prudents, ce qui n'était pas évident avec le début de la guerre froide, c'est que malgré les demandes de Willoughby, qui était un des conseillers proches, un des hommes importants de GHQ, que MacArthur appelait affectueusement « mon petit Hitler », les Américains ont refusé d'engager les anciens officiers de l'armée impériale, sauf des gens qui n'étaient pas du tout des militaires qui se battaient, et notamment un oncle de ma femme, qui était qui avait fait l'école d'intendance de l'armée de terre, et qui était... parce que l'armée de terre était une armée, comme ça existe dans certains pays, qui avait beaucoup d'intérêts économiques, très très importante, notamment en Mandchourie, et donc en fait il était plus ou moins un agent administratif, et lui a pu trouver une place dans les forces d'autodéfense, mais la plupart des officiers qui avaient vraiment eu un rôle important n'ont jamais pu y revenir. D'ailleurs, les premières réunions entre les gens qui étaient placés à la tête de l'armée de terre, de la nouvelle des forces d'autodéfense, qu'on ne pouvait pas appeler armée. D'ailleurs, on ne leur donne toujours pas des grades militaires. Ils ont des noms un peu spéciaux. Ils ont fait venir des hauts fonctionnaires qui n'avaient aucune connaissance de l'armée de terre. D'ailleurs, le chef des forces d'autodéfense, pendant un certain moment, venait aux réunions en haute forme. Il y a un Américain qui s'appelle Kowalski, qui était colonel et qui a été chargé de monter cette force en coopération avec les fonctionnaires japonais. Il en parle d'une façon assez amusée. Alors, qu'est-ce que sont ces forces d'autodéfense aujourd'hui ? Ça, c'est une expression personnelle. Je les appelle les super-pompiers. Le Japon est accablé par toutes sortes de cataclysmes. À peu près tout ce que vous voulez au Japon. C'est le supermarché des cataclysmes naturels. Vous avez des volcans, des tremblements de terre, des raz-de-marée,
des pluies diluviennes, et j'en passe. Et les forces d'autodéfense jouent un rôle extrêmement important pour venir au secours des populations. C'est quelque chose en fait qu'elles ont commencé à faire dès 1923 lors du grand tremblement de terre du Kanto, le dernier grand tremblement de terre qui a eu lieu dans la région de Tokyo. On attend le prochain de façon imminente, parce que généralement il y en a toujours un par siècle, donc maintenant on a dépassé les 100 ans. Et dès cette époque, l'armée ne plaisait plus beaucoup, notamment aux classes urbaines, parce qu'elle avait un poids dans l'État qui semblait démesuré par rapport aux risques réels. Et pour redorer son blason, les militaires avaient beaucoup aidé la population à cette époque. Et donc on voit souvent d'ailleurs des camions militaires à Tokyo circuler, mais en fait c'est généralement pour aller porter secours aux populations. C'est leur rôle le plus important, et c'est ça qui fait qu'elles sont acceptées, qu'elles ont une image assez positive. Alors, que reste-t-il du pacifisme d'après-guerre ? C'est là qu'arrive un petit peu l'ange noir de cette fameuse remilitarisation, feu le Premier ministre Abe Shinzo, qui en 2015, il avait toujours voulu en finir avec l'article 9. Il en avait toujours parlé. Il faut dire qu'il était petit-fils du ministre responsable de l'économie à l'époque où le Japon a déclenché la guerre du Pacifique, Kishinobusuke, qui aurait dû être sur le banc des accusés lors du procès de Tokyo, qu'on devait avoir un deuxième procès, qui a été libéré comme tous les autres, qui n'ont pas été jugés, et qui a quand même fini très rapidement Premier ministre. Et Abe Shinzo vouait une admiration sans borne, au point d'en avoir parlé lors de la première phrase quand il a fait un discours au Congrès américain. Et il a toujours voulu se débarrasser de cet article 9 et renégocier et réécrire la Constitution. Sauf que la population japonaise n'est pas vraiment favorable. Alors il a trouvé une méthode. Il se trouve que je connais bien le diplomate qui lui a soufflé ce mot à l'oreille. Je vais taire son nom, il est toujours parmi nous. En lui disant, il suffit de faire quelque chose qui est très facile au Japon, il suffit de dire qu'on change l'interprétation. Déjà, l'article 9 est passablement interprété, puisque le Japon n'est pas autorisé à avoir des forces armées. Alors, le Japon est un pays très formel, si vous changez le nom d'une chose, c'est plus la même chose. Donc ils ont appelé ça des forces d'autodéfense, donc on n'a pas d'armée. On a des tanks, des avions de chasse, mais ça n'est pas une armée. Et donc l'idée, ça a été, il suffit d'interpréter. Interpréter pourquoi ? Il a voulu créer un précédent en amenant les forces d'autodéfense à apporter un soutien logistique aux forces américaines, dans le cas où il y aurait des opérations extérieures. Alors, elles ne participeraient pas au combat, mais éventuellement, elles pourraient leur apporter de l'essence, tout ce que vous voulez en matière de logistique. Et ça a provoqué les plus grandes manifestations au Japon depuis les années 1960. Il faut savoir que dans les années 1960, il y a eu des manifestations absolument énormes au Japon contre le deuxième traité de coopération nippo-américain, qui est toujours en vigueur aujourd'hui, au point d'obliger Eisenhower à venir en visite officielle au Japon à cette époque. Et là, on a assisté à un phénomène pas aussi massif, mais quand même assez important, avec différentes manifestations, et notamment, ce qui a beaucoup surpris les gens, une association de mères de famille qui venaient régulièrement manifester parce qu'elles ne voulaient pas voir leurs enfants partir à la guerre. Alors finalement, la loi a été adoptée, sauf que l'opposition étant tellement ferme, finalement, le Japon n'a jamais apporté cette aide aux forces américaines. Il le peut d'un point de vue légal, mais pour le moment, il ne le fait pas. Donc ce projet de loi a quand même été adopté le 19 septembre 2015, et c'est de ça qu'a parlé Mme Takaichi à la fin de l'année dernière, puisque dans cette loi, il y a deux autres innovations. Le fait que le Japon puisse recourir à la force armée en cas de menace d'invasion, et non plus seulement d'invasion, et si le Japon voit ses intérêts vitaux, ou on peut traduire ça justement par une menace existentielle. Et c'est évidemment cette loi qui pose problème ici. Il faut dire que l'opinion est particulièrement récalcitrante, encore aujourd'hui.
En 2023, le ministère de la Défense a publié un rapport présentant les résultats d'une série d'enquêtes d'opinion sur l'image des forces d'autodéfense et les questions de défense. Là, c'est les chiffres de 2023 que j'ai, mais en fait, c'est publié chaque année. C'est pas un sondage, pour être honnête, absolument solide, parce qu'il y a seulement à peu près 1500 personnes qui sont sondées, en direction justement de la jeunesse. Et la question suivante, alors il y a beaucoup de questions, mais celle qui est très intéressante pour mon propos aujourd'hui, que feriez-vous si le Japon était envahi par une puissance étrangère? Tout le monde pense évidemment à la Chine. Alors sur un échantillon de 1602 personnes, dont 757 hommes et 845 femmes, 4,7% déclarent qu'ils s'engageraient dans les forces d'autodéfense. Bien. 51,1% qu'ils les soutiendraient sans s'engager. Si vous pouvez m'expliquer ce que ça veut dire. Probablement quelques vidéos sur TikTok. En fait, voilà, ils ont beaucoup de sympathie à l'égard des forces d'autodéfense, mais je pense qu'un soutien, le soutien dont a manifesté Mme Takaichi, c'est lié à l'ignorance qu'ont les jeunes des choses militaires. S'imagine que les forces d'autodéfense, sont d'autres personnes qui ferait en sorte d'empêcher les forces chinoises, si jamais il y avait une guerre, d'arriver sur le territoire national, ce qui semble quand même assez illusoire. 17% qui résisteraient à l'envahisseur sans recourir à la violence. 1,4% qui n'accompliraient aucun acte de résistance. 24,3%, ça c'est classique au Japon, pas seulement au Japon, mais au Japon énormément, sans opinion. En fait, ils ne savent pas. Mais je pense que les autres ne savent pas vraiment non plus. Et 1,4% qui ne répondent pas. Bon. Alors ça vous donne quand même une petite idée de la solidité de cette remilitarisation. Donc, il y a quand même des choses concrètes qui ont été accomplies depuis quelques décennies, notamment les casques bleus. Le Japon est le troisième contributeur au budget des forces de maintien de la paix de l'ONU, avec 9,68% du budget total, et une participation depuis 1992 à un assez grand nombre d'opérations de maintien de la paix, d'abord en Angola, puis au Cambodge, au Mozambique, au Timor oriental, etc., jusqu'à ce que ça se termine mal parce qu'il y a eu un petit problème. La dernière participation date de 2015 au Soudan du Sud. On a entendu parler d'un certain nombre d'incidents impliquant des membres des forces d'autodéfense. Et quand des journalistes ont voulu savoir ce qui s'était passé, on leur a répondu, les journaux de bord, enfin les journaux écrits par les officiers, ont été détruits. Mais en fait, en fouillant, non. Mais il y en a qui n'avaient pas été détruits. Donc, on s'est aperçu qu'il y avait eu des combats, des échanges de tirs de feu, et même des suicides de la part de gens, de membres de forces d'autodéfense, qui ne s'imaginent pas qu'ils vont en guerre. C'est ça le gros problème. Alors ça a été la destruction, alors pour le Japon c'est vraiment quelque chose de très formel, la destruction de ces documents, le fait qu'il y a eu un mensonge, ça a été monté en épingle, et la ministre la ministre de la Défense, Madame Inada Tomomi, a dû démissionner. Alors l'accusation qui est souvent faite au Japon, évidemment, c'est d'être un potentiel soutien, un auxiliaire de Washington. Depuis la guerre en Irak, Washington cherche à faire du Japon un soutien. Alors c'est très important en ce moment avec ce qui se passe dans le golfe Persique, voire un auxiliaire des forces armées américaines. L'État japonais, contraint par l'opinion publique, traîne les pieds et continue de dire non. Même Mme Takaichi, pourtant Dieu sait que on lui a fait toute une opération de charme récemment, mais elle sait très bien que si elle disait oui, elle perdrait son poste en rentrant. Donc, pendant qu'elle était à Washington, récemment, il y a eu une manifestation de 11 000 personnes. 11 000 personnes pour une manifestation au Japon, c'est beaucoup, devant le cabinet du Premier ministre, enfin de la Première ministre. Alors voici une photo, ça avait fait beaucoup débat à l'époque, des forces d'autodéfense pendant la guerre en Irak, qui ont accepté de participer à la reconstruction de l'Irak, c'était l'idée. Comme il fallait surtout pas qu'elles soient mêlées à des combats, en fait, elles étaient protégées par les autres armées,
notamment les Néerlandais, je me rappelle, dans le sud de l'Irak. Et donc, vous les voyez avec des uniformes, mais en fait, bon, ils disent aux gens comment construire une maison, comment construire un hôpital. Alors, il y a une histoire, je ne sais pas si c'est vrai. L'armée américaine aurait dit au commandant des forces d'autodéfense « Show your flag », ce qui aurait, semble-t-il, été une expression imagée, genre, montrez votre volonté. Et semble-t-il, ils auraient vraiment montré leur drapeau. Vous voyez, ce petit point rouge, c'est quand même extraordinaire. Sur un uniforme militaire, ils avaient une cible sur la tête. Enfin bon, ça a beaucoup fait rire à l'époque. La question, c'est contourner l'article 9. Donc, en 2014, je reviens à M. Abe Shinzo, à qui l'on suggère de ne pas changer la Constitution parce que ça demanderait les 2/3 de la diète, plus un débat assez houleux. Alors, entre guillemets, Madame Takeichi a les 2/3 maintenant, ce qui est totalement nouveau. Que va-t-elle faire ? L'année suivante, donc, il rencontre une forte opposition, il passe sa loi et le soutien aux forces américaines devient légal, sauf que jusque-là, on est resté extrêmement prudent. Entre le Japon et les États-Unis, c'est quand même un attelage un peu brinque-ballant, surtout entre M. Trump et Mme Takaichi. On peut faire difficilement couple plus mal assorti, je trouve. La première ministre japonaise semble vouloir s'aligner sur la politique américaine, mais c'est un peu un réflexe pavlovien. Au Japon, on pense qu'il faut toujours suivre les États-Unis, sauf que les Européens aussi, on a un petit problème avec ça. On voit que les États-Unis ne sont plus vraiment les mêmes, mais on a quand même cette habitude, c'est quand même assez confortable. Trump passe son temps à blesser l'amour-propre des Japonais, notamment en parlant de Pearl Harbor. Vous avez probablement tous vu ça. Ça a été très, très mal pris au Japon. Imaginez que M. Macron ait un dîner officiel avec le roi Charles et qu'on lui ressorte Waterloo devant le public. Généralement, on ne fait pas ça quand même. Surtout Pearl Harbor, ça reste un souvenir. C'est un peu un tabou. C'est à la fois un tabou et la fondation de la nouvelle relation, puisque c'est la défaite japonaise ensuite qui amène à cette nouvelle relation nippo-américaine. Moi-même, je considère Pearl Harbor comme une opération secondaire, et c'est une des raisons pour laquelle je n'arrive pas à faire traduire mon livre en anglais. Donc c'est vraiment un enjeu mémorial extrêmement compliqué. Néanmoins, les politiciens au Japon étant souvent, ne restant pas très longtemps au pouvoir et souvent n'étant pas vraiment prêts à diriger leur ministère, ceux qui possèdent le pouvoir réel, ce sont les hauts fonctionnaires. Ça fait des siècles que c'est comme ça au Japon. Et le Japon s'est petit à petit rapproché de l'Europe. Et donc il y a des coopérations avec certains pays, Royaume-Uni, France, Italie, pas seulement l'Europe, Australie, Inde, Philippines, Indonésie. Et récemment, la visite au Japon de Madame Meloni, notamment puisque le Japon, et notamment Mitsubishi Heavy Industries, qui est le grand fabricant d'armes au Japon, qui a décidé de participer à ce Global Combat Air Programme, qui sera un avion du futur fabriqué par les Italiens, les Britanniques et les Japonais. Donc c'est quelque chose dont on parle aujourd'hui, comme quoi le plan B existe finalement dans les faits. Les Japonais quand même commencent à réfléchir à d'autres solutions. Le Japon devient un pays exporteur d'armes. Là aussi, c'est un tabou qui est petit à petit transgressé. Notamment alors les sous-marins et puis surtout les frégates de la classe Mogami qui sont parmi les meilleures frégates du monde avec une technologie furtive et en plus elles sont adaptées à un pays qui a de moins en moins de personnel puisqu'il y a un déclin démographique. Ce sont des bâtiments qui sont très très automatisés et qui peuvent fonctionner avec 3 ou 4 fois moins de personnel que les frégates de la plupart des autres pays. Ce qui arrange aussi certains pays qui n'ont pas encore assez de personnel formé, comme l'Indonésie par exemple. Et ces frégates de la classe Mogami ont déjà été vendues à l'Australie, vont être vendues à l'Indonésie, avec aussi un transfert de technologie, puisqu'on prévoit une construction d'une partie d'entre elles en Australie et en Indonésie. Donc petit à petit, le Japon sort de sa réserve en matière de production d'armement, donc c'est un processus qui pourrait être relativement long.
mais petit à petit, quand même, le monde est en train de changer, même du côté de Tokyo. La dernière chose, vraiment en quelques mots, qui pose problème, c'est évidemment le nucléaire. Le nucléaire en matière de propulsion, mais surtout évidemment en matière d'armes, reste un tabou extrêmement fort. Certains politiciens ou certains spécialistes que l'on qualifie généralement d'ultra-conservateurs, qui sont entre guillemets décomplexés, disent que le Japon va devoir y venir, parce que si jamais les Américains partent, avec quand même de grosses puissances nucléaires à portée, même pas à portée, vraiment à portée de missiles du Japon, Chine, Russie et Corée du Nord. Donc, est-ce que le Japon devrait avoir l'arme nucléaire? Alors, la question est de savoir si le Japon décidait de se doter de l'arme nucléaire, en combien de temps il pourrait l'acquérir. Certains spécialistes optimistes disent que le Japon pourrait l'avoir en 1 année. Alors j'ai parlé avec un ami spécialiste de ces questions qui m'a dit, bon, il y a la question des centrifugeuses que le Japon n'a pas, mais il y a d'autres technologies, semble-t-il, notamment le laser, qui permettraient d'enrichir l'uranium beaucoup plus rapidement et éventuellement de se doter de l'arme nucléaire, sachant que le Japon est en train de se doter de capacités de missiles à longue portée. Donc les choses sont en train de changer, mais quand même avec là je le dis encore, une très très forte résistance de l'opinion, puisque le nucléaire reste quand même un tabou extrêmement fort au Japon pour des raisons assez évidentes. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, chers confrères. Est-ce que je peux poser une première question? Est-ce qu'à la fin du second conflit mondial, après la guerre du Pacifique, quelques savants japonais ont été exfiltrés vers les États-Unis ou vers d'autres pays, oui, comme ça a été le cas d'Allemands comme Werner von Braun, etc. Oh que oui. Oui, le Japon avait fait quelques recherches dans le domaine nucléaire, mais il était pas du tout avancé dans ce domaine-là. Par contre, le Japon était le pays le plus avancé en termes d'armes chimiques et bactériologiques. D'ailleurs, ça a causé évidemment un certain nombre de crimes absolument horribles, puisqu'il y avait des expériences sur des cobayes humains en Mandchourie et dans le Pacifique, notamment à Rabaul, et aussi au large de Hiroshima, parce que c'est là que l'unité 731, de triste mémoire, d'ailleurs mon directeur de recherche japonais avait un peu révélé l'existence de cette unité au monde. Donc il y avait beaucoup de scientifiques qui travaillaient pour l'État japonais. Bon, on a vu la même chose évidemment en Allemagne, mais aussi dans beaucoup d'autres pays. Et avec des scientifiques d'un très très haut niveau, qui donc avaient quand même utilisé des cobayes humains pour tester des armes. Il y avait eu aussi, le Japon avait disséminé la peste en Chine et dans certaines îles du Pacifique. Et toutes ces personnes-là ont été blanchies, excusées, et une bonne partie a fait une très belle carrière universitaire. Pourquoi? Parce que les Américains ont passé un contrat avec ces personnes. Vous nous donnez les résultats de vos expériences et vous ne serez pas inquiétés. Donc maintenant, c'est un thème qui est assez connu au Japon. L'historiographie japonaise qui est un peu connue aussi en anglais aujourd'hui. On en a beaucoup parlé. Donc les Américains ont fait un certain bond en avant du côté des armes bactériologiques et chimiques, pour lesquelles ils n'étaient pas très avancés à ce moment-là. Donc effectivement, vous avez un sujet qui est assez proche, oui. Merci. Est-ce que quelqu'un a une question à poser? Merci. Oui, j'ai été pour la première fois au Japon en 1971. On passait par la route polaire qui était superbe. Oui. Mais j'avais été très frappé dans la rue par le spectacle de mendiants, des infirmes en uniforme. Et ça m'avait beaucoup surpris. Par contre, je savais qu'il y avait eu des atrocités pendant la guerre. Je pense à Nankin en 1937, et puis la rivière Kwai, enfin ça c'est le folklore. Mais ça m'avait surpris, je me disais, mais comment se fait-il
qui ne soient pas qui ne vivent pas aux frais du gouvernement. Enfin, je ne comprenais pas. Oui, alors je vous remercie vraiment de votre question parce que ça a été assez oublié. Ma femme qui est née en 1968, quand elle était enfant, dans les années 70, voyait encore certains de ses vétérans avec un bras, une jambe en moins. Effectivement, le Japon a très mal indemnisé ses anciens soldats. D'ailleurs, quand le Japon a eu ses premiers Jeux Olympiques en 1964, il fallait surtout montrer que la guerre s'était terminée, que le Japon était un pays démocratique, capitaliste, appartenait au camp de l'Ouest. D'ailleurs, vous savez que c'est pour ça que le Japon s'est dépêché d'avoir le fameux train rapide, le Shinkansen, et il fallait vraiment l'avoir pour les Jeux Olympiques. On sait bien que les Jeux Olympiques, c'est aussi une opération commerciale. Alors, on a construit des logements pour les personnes déshéritées. Certains étaient d'anciens militaires, mais pas seulement. Contrairement à ce qu'on pense, il y a des clochards au Japon, il y en a beaucoup. D'ailleurs, au Japon, c'est très dur d'être pauvre parce qu'il y a beaucoup moins de protection sociale qu'en France. Et on les a tous envoyés là-bas. On leur a donné des logements. Alors le problème, c'est qu'on les a fabriqués au début des années 60 et on ne les a jamais refabriqués. Sachant qu'au Japon, généralement, on construit, 30 ans après, on reconstruit, parce que au Japon, ça fait partie de cette culture où on ne fabrique pas des logements comme celui-là, par exemple. Vous n'avez pas beaucoup de très vieilles maisons. Sauf qu'on les a laissés là. Alors aujourd'hui, évidemment, ce ne sont plus ces anciens vétérans qui ne sont plus là parmi nous, mais vous avez beaucoup de gens désœuvrés ou des gens qui sont un peu en fuite. Notamment, je connaissais quelqu'un qui était fonctionnaire municipal dans une de ces municipalités où ils ont construit ce type de logement, où quand ils allaient voir qui payait ses impôts, voir où les gens habitaient, etc., souvent ils tombaient sur des gens un petit peu bizarres, qui appartenaient un peu à un monde trouble, un peu mafieux. Oui, donc effectivement, vous avez parfaitement vu, il y avait au moins jusqu'aux années 70 ces vétérans dans la rue. Ah, il y a l'indemnisation des soldats qui n'a pas été suffisante, mais il y a aussi évidemment l'indemnisation dont on parle encore aujourd'hui des victimes des bombardements nucléaires. Les premiers ministres japonais changeant rapidement, j'aime bien leur mettre des numéros, donc à partir de maintenant c'est moins 2, donc c'était M. Kishida. Il y a quelques années, est allé à Nagasaki. Bon, il y a toujours évidemment ces cérémonies pour l'anniversaire des bombardements atomiques, et il a rencontré ce qu'on appelle évidemment en japonais des hibakusha, des personnes qui ont été irradiées, et là une personne âgée se met en colère, mais d'une façon très très brutale, parce qu'en fait ils ont fait des cartes avec des lignes. Et donc, si vous étiez à tant de kilomètres de l'endroit où la bombe n'est pas tombée puisqu'elle a explosé au-dessus du sol, mais de l'endroit où elle a explosé, vous êtes indemnisé. Mais si vous habitiez 1 mètre plus loin, non. Alors qu'évidemment, ces radiations se sont étendues sur des zones beaucoup plus larges. Et c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui interroge vis-à-vis du Japon. Moi, j'aimais beaucoup ce que disait Paul Venn. On dit pourquoi Paul Venn ? Quand il parlait de Rome en disant, lui qui avait travaillé sur l'Empire romain, il s'était toujours posé la question, pourquoi les Romains du Haut Empire considéraient l'empereur d'une façon différente des Romains du Bas Empire ? Et il dit que c'est quelque chose qui est difficile à expliquer, mais on sait que au cours du temps, ou alors à travers l'espace, les gens ont une façon différente de concevoir l'État. Nous, les Français, on est toujours en train de demander que l'État nous aide. C'est l'État nourricier, l'État protecteur, etc. Les Japonais, pas du tout. Ça peut paraître étonnant parce qu'ils payent beaucoup d'impôts. Moi, je les paye aussi. Et on s'attendrait à être un peu plus protégés par moment. Mais finalement, il n'y a pas tellement de consensus vis-à-vis de cela. Et c'est de cette façon, en fait, que l'État japonais a tout fait pour dépenser le moins d'argent pour indemniser les gens après la Seconde Guerre mondiale, ce qui est quand même assez terrible. Alors, pourquoi payer le moins d'argent aussi ? La grosse différence avec l'Allemagne, c'est qu'au Japon, il n'y a pas eu de changement de régime, véritablement. En 1942, vous avez les dernières élections générales au Japon, en plein conflit. Hein. Et les élections suivantes, c'est en 1946, donc juste après la guerre.
vous avez, si je ne me trompe pas, la moitié des députés qui retrouvent leur siège. En 1953, un an après la fin de l'occupation américaine, c'est les 2/3. Parce qu'il n'y a pas de parti nazi au Japon, il n'y a pas de système nazi qui serait venu se greffer, détruire un régime. Ça a été, étape par étape, une montée vers un régime de plus en plus autoritaire, mais le Japon n'était pas vraiment démocratique avant non plus. Et les Américains, comme je vous ai dit, n'ont pas vraiment fait le ménage comme ils auraient pu ou ils auraient dû le faire. Et donc l'État japonais ne voulait surtout pas admettre qu'il avait des torts dans le déclenchement de la guerre. C'est ça le gros problème. Alors, pour des raisons évidentes, le Japon admet sa responsabilité vis-à-vis des États-Unis et du Royaume-Uni, des Pays-Bas, donc le 7 et 8 décembre 1941, mais c'est beaucoup plus difficile pour la Chine, c'est beaucoup plus difficile pour d'autres territoires. Donc, si jamais le Japon avait décidé d'indemniser tout le monde sur une base très large, ça aurait voulu dire que les hommes politiques d'avant-guerre étaient responsables de ce qui s'était passé, donc ils auraient dû démissionner. La chronologie et aussi la composition du personnel, la différence que vous avez entre l'Allemagne et le Japon, c'est quand même très 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 différent. Donc je pense que ça explique aussi un peu cela. Il n'y a pas eu d'aggiornamento véritablement clair. Et je pense que c'est pour ça que les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires du ministère des Finances, par exemple, ont toujours chipoté, ont toujours rechigné, et ont été extrêmement pointilleux sur les questions de droit pour avoir à payer le moins d'argent possible. Bonjour, merci beaucoup pour cette conférence. Oui, j'avais une question qui nous ramenait aux questions nucléaires avec le Japon. Je crois savoir que durant la guerre froide, les États-Unis ont accordé un parapluie nucléaire au Japon. Et j'aimerais savoir s'il existe toujours, comment est-ce qu'il est perçu dans la relation nippo-américaine, et dans quelle mesure est-ce qu'il permet aux Japonais finalement d'esquiver leur propre programme nucléaire. Voilà, si vous pouviez me faire un point sur l'existence et l'actualité de ce parapluie nucléaire, qui est maintenant ancien. Cher monsieur, je ne sais pas si vous en avez conscience, mais vous venez de jeter un pavé dans la mare. C'est d'ailleurs, j'aime bien embêter mes étudiants avec ça, parce qu'il est évident que le Japon bénéficie d'un parapluie nucléaire, enfin d'un parapluie total. Et en même temps, c'est pas vraiment officiel. Bon. Donc les accords, notamment le deuxième traité qui date de 1960, oblige les Américains à protéger le Japon. Il n'est pas fait mention du nucléaire, mais évidemment que ça fait partie de cela. Sauf que c'est un peu un non-dit. Donc par exemple, quand on savait au Japon qu'un bâtiment américain venait et qu'éventuellement il avait peut-être des armes nucléaires à l'intérieur, ça causait quand même des problèmes, mais les Américains généralement évitaient d'en parler. Donc ça gêne beaucoup les Japonais parce que quand vous dites nous on est contre le nucléaire, on est contre la guerre, oui, mais si vous pouvez si vous n'avez pas de service militaire et que vous pouvez vous sentir relativement protégé, c'est aussi parce que ce sont des soldats américains qui sont là. Alors la principale base américaine après la Seconde Guerre mondiale était dans la banlieue de Tokyo, un endroit que je connais bien qui s'appelle Tachikawa, qui est à peu près à 30 minutes du centre de Tokyo. Il y avait eu des manifestations très très violentes à l'époque contre cette base, parce que les Japonais, une grande partie de l'opinion japonaise était très opposée à cette idée que le Japon coopère avec les Américains, parce que les Américains se servaient de ces bases pour leurs opérations en Asie. Et donc on a dépassé la plus grosse partie des moyens à Okinawa. Okinawa à l'époque c'était une zone grise, parce que c'était occupé par les Américains. Les Américains ne s'étaient pas engagés à rendre Okinawa au Japon. Donc pendant plusieurs années, on a négocié dans l'ombre entre le gouvernement japonais et le gouvernement américain pour rendre Okinawa à la souveraineté japonaise, avec la condition qui était de conserver les bases. Pendant la guerre du Vietnam, les B-52 décollaient en majorité d'Okinawa, qui était quand même officiellement un territoire japonais.
Donc ça a posé des problèmes de conscience aigus au Japon. Il y avait un mouvement pacifiste extrêmement fort à l'époque. Et il y a même eu la première manifestation coordonnée en temps réel, sans Internet, entre les États-Unis et le Japon pour des manifestations anti-guerre du Vietnam au Japon, parce qu'il y a eu un mouvement anti-guerre du Vietnam au Japon, qu'on appelle BHLN, qui était très très fort, et notamment lié à ce fait que c'était du Japon que décollaient les B-52 quand même. Donc, il y a toujours ce problème-là, toujours un peu cette hypocrisie. Donc, par exemple, je demande à mes étudiants japonais, est-ce que vous êtes d'accord pour avoir des bases américaines? Généralement, genre non. Surtout que bon, les soldats américains, souvent, vous en avez toujours un ou deux chaque année qui commet un crime sexuel à Okinawa. L'île principale d'Okinawa a eu la moitié de sa population qui a disparu pendant la bataille d'Okinawa. Donc ils ont un souvenir très très dur, très très difficile. Et vous avez cette base, quand vous arrivez à Naha, la capitale d'Okinawa, vous avez l'impression d'être dans une base américaine. Vous avez des soldats américains partout, la moitié de l'aéroport est utilisé par l'armée américaine. Et donc, surtout les gens d'Okinawa sont vent debout contre ça. Donc, on n'aime pas beaucoup les bases américaines. Donc, il y a Okinawa, il y a Sasebo dans l'ouest du Japon. Dans la région de Tokyo, il y a le centre de commandement à Yokota, qui est toujours du côté de Tachikawa. Et puis, vous avez la base navale de Yokosuka, qui est commune aux forces d'autodéfense et à la marine américaine. Et donc, vous leur dites, vous ne voulez pas de base américaine. Très bien. Donc, les soldats américains peuvent rentrer. Très bien. Donc, si jamais votre pays se fait attaquer, est-ce que vous allez vous battre? Non. Donc, qu'est-ce que vous faites? Donc, comme disait autrefois M. Queuille, il n'y a point de problème pour lesquels qu'une absence de solution ne puisse résoudre. Et donc, on maintient un statu quo qui, finalement, est toujours la meilleure solution. Je crois que c'est vraiment ça qui fonctionne, c'est-à-dire qu'on évite de trancher dans le vif. Évidemment que le Japon est protégé par le parapluie nucléaire américain, sans le moindre doute. Et le Japon en a profité d'une certaine façon, puisque une des raisons pour lesquelles l'économie japonaise a pu se développer très rapidement après la Seconde Guerre mondiale, ça a été le fait que d'un seul coup, 50% du PIB qui était donné aux militaires, il était utilisable directement. Ça a quand même changé beaucoup la donne. Et donc on était très content d'avoir les Américains, mais je dirais, c'est pareil pour beaucoup de pays en Europe. En fait, vous confirmez l'idée que c'est le départ un jour peut-être éventuel des Américains, qui obligera le Japon à réellement sortir du bois et avoir une politique de défense plus affirmée. Oui, ça sera le choc, mais regardez le retournement de l'opinion danoise, c'est extraordinaire. Ouais. Le pays le plus américanophile, qui est maintenant le plus américanophobe, pratiquement. Oui, là, il y aura évidemment un choc absolument terrible. Il faut voir que les Japonais, quand même, ont de plus en plus peur de la Chine. Ils sentent bien que la Chine est en train de monter alors qu'ils sont plutôt en train de descendre, qu'elle est très très forte, qu'elle est très agressive, que c'est pas seulement le fait que ce soit la Chine, mais que c'est quand même le Parti communiste chinois qui fait assez peur, et que si les Américains s'affaiblissent ou décident finalement de ne plus protéger le Japon, qu'est-ce qu'on va faire? Donc ça, c'est ça d'ailleurs qui explique la victoire de Mme Takaichi lors des dernières élections. Elle a joué là-dessus, sur un sentiment de ras-le-bol vis-à-vis de la pression chinoise. Alors évidemment, quand on regarde les télévisions, il y a des bâtiments de soi-disant garde-côtes, mais qui ressemblent quand même beaucoup à des bâtiments militaires chinois qui se rapprochent beaucoup des eaux territoriales japonaises. Quelques incidents récemment, un avion, un F-15 ou un F-2 japonais qui a été, comme on dit, loqué par un radar chinois. Et puis aussi des Chinois qui arrivent en masse au Japon. Alors Mme Takaichi les a fait partir, mais cette idée un petit peu que quand les Chinois viennent au Japon maintenant, il y a 20 ou 30 ans, moi ça m'est arrivé, parce que quand je suis allé en Chine pour la première fois, je vivais au Japon, le yen était assez fort et la Chine était très bon marché. Maintenant c'est complètement l'inverse. Donc les Chinois viennent au Japon, ils achètent, ça fait monter le prix de l'immobilier. Il y a beaucoup de magasins qui vraiment ont été créés pour eux, des magasins, beaucoup de duty-free, de magasins de luxe qui sont faits à 80-90% pour la clientèle chinoise. Et donc, avec des gens qui viennent, on ne sait pas trop pourquoi, ils ne ressemblent pas vraiment à des touristes, souvent, parce qu'ils sont vraiment avec leur famille, ils restent assez longtemps. Ils viennent pour 3 mois, ils repartent, ils reviennent tout de suite. Moi, je pense que beaucoup de Chinois viennent au Japon parce qu'ils ont aussi un peu peur de leur État. On ne sait jamais ce qui peut se passer en Chine. Mine de rien,
Tiananmen, les Chinois savent que ça existait. On n'en parle pas, mais... Et le Japon, c'est quand même le pays, si jamais il se passe quelque chose d'un peu dangereux en Chine, c'est le pays où ils peuvent se réfugier le plus rapidement. Les Chinois sont assez à l'aise au Japon, généralement ils ne parlent pas japonais, mais parce que ce qui est important quand on va à l'étranger, ce n'est pas la langue parlée, c'est la langue écrite. Et les Chinois, quand ils voient des caractères chinois, ils se sentent un peu à la maison. Mais ça soulève une espèce de réaction de l'opinion japonaise qui trouve que quand même il y en a beaucoup et qui sont quand même riches et qu'ils se prennent en territoire conquis et en plus il y a des bateaux chinois qui viennent autour des îles Senkaku, etc., etc. Et quand il y a eu cet esclandre à la diète, l'opinion a monté. Et voilà, donc on est aussi dans cette situation-là. C'est assez inconfortable. Madame de Vienne. Merci. Je voulais revenir à ce que vous avez dit dans le fait qu'il n'y a pas eu d'aggiornamento et qu'on a eu une partie des personnels présents qui ont été réélus, en l'élargissant au fait que vous avez ces lignées politiques dont certaines se maintiennent, et vous l'avez évité à propos de Kishi, mais si on fait le pedigree régulièrement des élus du Japon, on retombe sur des lignées qui remontent pour certaines avant Meiji. Donc on est dans une tradition politique qui n'est pas tout à fait la nôtre. Non, alors, le phénomène le plus intéressant, parce que d'ailleurs je connais le dernier à avoir été Premier ministre, c'est la famille Hatoyama. Donc celui qui a vraiment démarré la lignée a quand même été purgé en 1945 parce qu'il était considéré comme un politicien extrémiste. C'est vrai qu'il avait des positions très très dures. Et puis bon, c'est un des deux fondateurs du Parti libéral-démocrate. Et vous avez cette lignée qui continue, et d'ailleurs le fils de Hatoyama, Yukio, qui était Premier ministre, maintenant son fils lui aussi s'est lancé en politique. Vous avez ces lignées-là, évidemment. Alors vous avez ces lignées-là, là c'est un petit peu comme ça pouvait exister en province en France, avec des familles de notables qui, génération après génération. Mais vous avez aussi des gens, par exemple certains militaires qui se sont reconvertis à la politique après la Seconde Guerre mondiale. Le plus emblématique étant un certain Yoshinobu il était derrière l'incident de Nomonhan avec l'armée soviétique, derrière la défaite à Impal contre les Britanniques, derrière Guadalcanal aussi, il a fait que des bêtises. Et finalement, il s'est lancé en politique après la Seconde Guerre mondiale. Dans sa ville natale, on lui a fait une belle statue, qui est toujours là. Et finalement, semble-t-il, il émergeait auprès de la CIA, et il est parti en Indochine, et il aurait disparu, je crois, au Laos, une histoire très bizarre. Mais alors lui, c'est un cas un peu extrême, mais vous avez beaucoup de gens comme ça. Et surtout, ce qui était extraordinaire, c'est le fait qu'il y ait cette reconversion. En fait, mon maître en études japonaises, qui était Michel Vier, qui malheureusement est disparu en janvier dernier, disait quelque chose de très intéressant. Vous aviez au Japon très souvent des assassinats ou des coups d'État ou des semi-coups d'État. Ceux qui utilisaient la violence et avaient pris le pouvoir gagnaient l'élection ensuite. Parce qu'au Japon, on va toujours dans le sens de celui qui a le pouvoir. Donc c'est ça qui peut paraître un peu étonnant, ça a l'air d'être une démocratie, mais les gens votent toujours pour celui qui a le pouvoir, puisque c'est un système de clientélisme. Qui est toujours extrêmement ancré, qui ne s'ouvre pas franchement discussion, c'est toujours comme ça. Et donc vous avez comme ça des dynasties qui continuent, puisque ce sont ces personnes, par exemple, alors ça en était quasiment comique, à Akita, il y a quelques années, le gouverneur d'Akita, c'était un descendant de l'ancienne famille de seigneurs d'Akita. Voilà, c'est comme si vous aviez, je ne sais pas, un Condé qui devenait maire de Paris ou quelque chose comme ça. Au Japon, ça ne gêne pas du tout, donc oui, ça continue. Mais vous avez aussi effectivement ce problème d'éclémage. Et pour finir avec M. Vier, il insistait toujours énormément, et je trouve qu'il avait raison, même si les Japonais, ça les dérange quand on dit ça, c'est que le Japon n'a jamais été une dictature. C'est un État autoritaire, policier, mais pas une dictature, et c'est un État pluraliste. Sauf que pour participer au pouvoir, il fallait accepter la marche à la guerre.
C'est pour ça que vous avez des partis de gauche et de droite au Japon qui participent au pouvoir, et notamment un parti socialiste, qui s'appelait le Parti de masse socialiste quelque chose, et je traduis textuellement, qui était parfaitement accepté par les militaires et les milieux d'extrême droite, parce qu'il acceptait l'expansionnisme. Et il n'y a jamais eu... Alors, il y a eu un essai. Un Konoe a voulu créer un parti unique, sauf que, comme souvent au Japon, on crée un parti unique, mais avec les partis qui continuent d'exister à l'intérieur, sous forme de factions. C'est ce qu'est le PLD, d'ailleurs. Alors, je voulais compléter ma question, ma remarque. Et là, c'est comment est-ce que dans ce désamour pour l'institution militaire, qui est une réaction à la tragédie japonaise, ça peut se conjuguer avec tout ce qui se passe autour de Yasukuni? Mais les gens qui vont au Yakusuni, c'est une minorité infime des Japonais. Oui, sauf que comme d'habitude, oui, ben voilà. Sauf que vous avez certains milieux, alors notamment c'est toujours le cas dans le Jiminto, dans le parti majoritaire, où vous avez, qui représente assez mal l'opinion d'ailleurs, et surtout depuis quelques années, depuis qu'Abe était arrivé au pouvoir, on disait que dans le Jiminto, il y avait une branche, une partie qui était conservatrice, l'autre qui était libérale. Non, libéral dans le cas japonais, c'est quand même assez conservateur. Hein. Mais cette branche libérale a quasiment été laminée. Donc maintenant, c'est de conservateur à très très conservateur, et effectivement, on va au Yasukuni. Les gens, maintenant aujourd'hui, les Japonais ne savent pas trop ce que c'est, le Yasukuni, sauf qu'ils voient le 15 août chaque année une bande d'hurluberlus qui s'habille. Vous savez, quand on parle de cosplay pour le Japon, là vous avez le cosplay des militaires. Vous avez des gens qui viennent avec différents uniformes, avec des drapeaux, etc. Bon, il n'y a plus beaucoup de vétérans, il y en a encore quelques-uns, et qui viennent le 15 août. Et toutes les associations d'extrême droite qui hurlent dans la rue avec des haut-parleurs. Moi, je suis peut-être à 1 kilomètre de Yasukuni le samedi quand je donne des cours à l'Athénée français. Toutes les rues sont bloquées. Hein. La police arrive, ils bloquent toutes les rues parce que bon... Mais on les laisse quand même faire. C'est une minorité qui est bruyante. Alors c'est toujours le problème, les modérés sont toujours circonspects et par la voix douce, alors que les gens un peu plus radicaux parlent beaucoup plus fort. Mais effectivement, au bout du compte, ce sont quand même des radicaux qui imposent un petit peu leur agenda. Alors, le Yasukuni était boycotté par les dirigeants japonais jusqu'à ce que Nakasone, en 84, si je ne me trompe pas, y aille. Mais c'est resté une exception pendant assez longtemps. Celui qui en a vraiment fait une tradition, parce que maintenant ils y vont tous, ou presque, ça a été Koizumi. Koizumi qui était, excusez-moi de faire une comparaison, mais pour moi Koizumi avait un petit côté Chirac. Vous savez, quand Chirac parlait de la fracture sociale, bon, c'était tellement une bête pour gagner les élections qu'il était capable de parler comme des gens de gauche si ça lui faisait gagner une élection. Et Koizumi était un peu pareil. Donc Koizumi n'était pas vraiment un conservateur, sauf qu'il s'est appuyé sur les conservateurs pour prendre la direction du parti. Et donc, il a fallu qu'il leur donne quelque chose en échange. Donc, il est évidemment allé au Yasukuni. Le Yasukuni n'a pas de statut officiel, mais il y a un problème. Tous les premiers ministres et autres politiciens qui vont voir ce sanctuaire, ils vont en habit. Et ça, c'est la tenue officielle. Donc, c'est quand même difficile de dire, j'y vais, c'est un choix personnel, quand ils y vont en habit officiel. Vous avez à 5 minutes de marche, pas plus, ce qui devrait être l'endroit où les gens vont pour se recueillir pour les morts. Il y a un cimetière officiel, Chidori Gafuchi, qui est lui, d'ailleurs, les membres de la famille impériale ne vont que là, et ils ne vont jamais au Yasukuni. Les invités étrangers, pareil. J'ai notamment vu une photo dans mon ordinateur où, quand Kerry était ministre des Affaires étrangères d'Obama, il est venu justement dans ce cimetière national où il y a des restes, parce qu'au Japon, ce sont des ossements, on a ramené des ossements un peu de soldats inconnus, si vous voulez, ceux pour lesquels on n'a pas trouvé de sépulture. Mais la plupart des gens ne connaissent pas ce lieu. C'est étonnant. Et c'est juste à côté. Et par contre, les gens connaissent le Yasukuni. Alors, il y a quelques années, l'association des Français du Japon, à laquelle j'appartenais, m'envoie un email et il y avait un jeune Français qui organisait des visites au musée de la guerre japonais. Alors là, tout de suite,
j'ai mon antenne qui s'est levée, je me suis dit, c'est bizarre. Et je regarde, et c'était pour aller au musée du Yasukuni. J'ai fait un scandale, je les ai fait arrêter quand même. Je dis, là, c'est pas possible. Il n'y a pas de musée de la guerre japonais. Mais bon, alors chaque année, oui, effectivement, le 15 août, on se croit à Disneyland. C'est un Disneyland, sauf que ça fait un petit peu plus peur, mais vous voyez des gens avec différents uniformes, voilà. C'est un lieu assez particulier. Mais la famille impériale fait très attention de ne pas y aller, et d'ailleurs les ultra-conservateurs leur en veulent beaucoup. Merci, chers confrères. Je crois qu'on va s'arrêter là, en vous remerciant encore une fois très vivement pour une conférence passionnante et extrêmement éclairante pour nous. C'est moi qui vous remercie.